à tous et merci de vous être connectés ce soir. Je m'appelle Camille Modica. Je suis la responsable communication à la clinique du Parc à Lyon. Aujourd'hui, je vais tenir quelques propos introductifs juste pour situer un petit peu la raison pour laquelle on organise ce webinaire et vous parler un tout petit peu de la clinique du Parc. Je promets, je ne serai pas très longue. Ensuite, je vous donnerai quelques indications justement au sujet de comment poser des questions et interagir avec notre orateur de ce soir qui est donc le docteur Luciani, qui est donc médecin traumatologue au sein de notre établissement à la clinique du Parc Lyon. Et puis voilà, un dernier volet sur la partie plutôt mérite de santé. Du coup, pour commencer, la clinique du Parc Lyon, c'est un établissement lyonnais du 6e arrondissement qui est historiquement connu pour l'orthopédie. Aujourd'hui, on a 5 pôles d'excellence au sein de notre établissement. Donc, l'orthopédie, l'ophtalmologie, la chirurgie bariatrique et digestive, la chirurgie esthétique et la chirurgie ophtalmo. On a ouvert récemment un centre de traumatologie sans rendez-vous qui s'appelle le Trauma Park, pour lequel on avait communiqué via Méridi de Santé justement sur l'ouverture de ce centre, qui est un centre de traumatologie sans rendez-vous, dans lequel on retrouve justement plusieurs domaines de compétences qui sont complémentaires. Donc la traumatologie avec donc des médecins urgentistes auxquels justement médecins du sport et traumatologue dans lequel justement intervient le docteur Luciani avec 3 de ses confrères. On a aussi un pôle d'imagerie et à l'étage, on a un pôle de chirurgie avec de la consultation de chirurgie pieds et chevilles. Donc, c'est un parcours ultra optimisé justement pour prendre en charge le patient en 2 heures. Donc, ça, c'est l'ouverture s'est fait en octobre et pour lequel on a déjà pas mal de retours. Donc, voilà, ça, c'était pour la partie un petit peu actualité. Et donc, pour justement communiquer autour de nos établissements, mais aussi pour faire parler donc, nos médecins qui le font vivre, on invite donc ce soir le docteur Luciani à tenir un webinaire sur le traumatisme de la cheville à radio normale. Donc, c'est un webinaire qui va se dérouler en une quarantaine de minutes. À la fin du webinaire, nous vous invitons justement à pouvoir interagir avec lui par le biais donc, de la rubrique Q&R qui se trouve donc en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas à poser des questions tout au fil, bien sûr, de la présentation. Moi, je serai en charge de la modération ce soir. Donc c'est moi qui lirai vos questions. Et le docteur Luciani se fera un plaisir du coup d'y répondre. Bien sûr, tous nos praticiens et dont le docteur Luciani sont du coup sur Méridi de Santé. Donc n'hésitez pas à la fin, si des questions persistent, à l'ajouter à votre réseau et à derrière lui poser des questions. C'est aussi l'intérêt justement de ces webinaires, c'est de pouvoir derrière pouvoir interagir et poser des questions sur les pratiques. Et donc pour ça, on remercie justement la plateforme Méridi de Santé de permettre tout ça, de cette mise en relation entre les établissements, les chirurgiens et les médecins et justement le réseau derrière de la médecine de ville. Du coup, pour conclure, on a juste j'ai juste un dernier point à vous donner. C'est juste un sondage après qui vous sera adressé par email pour pouvoir noter justement plutôt la partie technique à des fins d'amélioration. Du coup, voilà, je pense avoir fait le tour en tout cas de ma courte présentation. Je n'empiète pas plus. Je laisse la parole du coup au docteur Luciani et je reviens juste après pour la partie questions. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci à tous. Bonsoir à tous. J'avais envie de vous parler plutôt d'un quelque chose d'assez commun, qui est le traumatisme de la cheville. Et puis, le traumatisme de la cheville étant un peu large, on a décidé de parler uniquement ce soir de la traumatisme de la cheville à radio normale. Donc, moi, je suis le docteur Luciani. Je travaille au Trauma Park depuis son ouverture au mois d'octobre. Je ne me place pas du tout comme expert du sujet, mais plutôt comme quelqu'un qui en voit beaucoup et donc qui, je l'espère, vous donnera quelques petits trucs et astuces pour ce motif de consultation à la fois dans les cabinets de médecine générale, les cabinets de chirurgie orthopédique, les kinés et les centres de podologie. Donnera quelques petits trucs et astuces pour qu'on parle bien tous de la même chose, ou en tout cas qu'on essaye d'avoir un peu un langage commun. Donc, c'est ces petits trucs et astuces que je vais vous présenter. Il y aura forcément une présentation un peu plus classique au départ, et puis une revue de la littérature qui n'a pas de valeur exclusive, mais plutôt nous montrer un peu l'intérêt, les dernières évolutions récentes. Donc, je me suis vraiment contenté des dernières années de publication. Donc, je vais bien sûr vous parler de
de ces entorses de cheville. Donc, évidemment, un radio normal, ça sous-entend déjà qu'il y a une radio. Donc, je vous montrerai quelques petits pièges radiologiques. Ce n'est pas du tout le but de vous angoisser en se disant qu'on rate des choses à la radio. C'est un examen qui est forcément, à mon avis, quasiment indispensable. On y reviendra, mais qui a forcément un peu ses limites. On parlera des différents types d'entorses de cheville. Et puis, une partie un peu plus importante, en fait, sur ce qui va nous poser le plus de problèmes au quotidien. Bien sûr, il y a la prise en charge initiale, mais surtout les séquelles et leurs complications. Donc, la radio normale, je vais commencer par citer mon maître de médecine, le docteur Brunet-Gedge, par deux petites phrases. Donc, déjà, qui est un peu notre angoisse et qui nous permet d'en enlever un peu. Il disait que le risque de passer à côté d'une fracture, il est relativement minime, avec des radios bien réalisées. Par contre, il va falloir revoir les gens dans les 5 jours, ou en tout cas dans la première semaine, et demander des clichés adaptés. Ces chevilles, initialement, elles ne sont pas toujours facilement examinables. Et donc, il ne faut pas hésiter à revoir les patients pour pouvoir réorienter éventuellement des clichés. Initialement, on pourra se contenter d'une face en rotation interne, et puis en fonction de l'examen clinique et d'un profil, bien sûr, et puis en fonction de l'examen clinique, aller voir un peu plus loin pour rechercher des lésions associées, 5e métatarsien, pied, etc. Et puis, voilà, toujours pour rappeler mon maître, le docteur Brunet-Gedge, et une des photos que je lui dois, voilà, quand elle me disait, quand tu vois cet hématome sous le pied, il faut que tu cherches la fracture. Et si tu ne la trouves pas, il faut que tu la cherches mieux. Et donc, c'est vraiment ça. Ça signe de façon à peu près certaine la fracture. Ces petits hématomes ovalaires sous-plantaires qui apparaissent pas forcément initialement, hein, qui ont volontiers 2-3 jours de retard, mais qui signent la fracture. Elle n'est pas visible. Si elle n'est pas visible sur la radio, comme notre but quand même, c'est d'essayer de faire des diagnostics, même si la thérapeutique ne sera pas forcément modifiée, je pense que ça vaut le coup d'aller jusqu'à une imagerie en coupe type scanner pour bien l'identifier. Généralement, on trouve quelque chose dans les cunéiformes, dans le talus ou autre. Donc, ces fractures de la malléole latérale, c'est déjà celle qu'il faut exclure, d'où l'intérêt du profil. Vous voyez, là, sur la face, on aperçoit la fracture. Sur le profil, elle apparaît vraiment de façon importante. Donc, c'est vraiment les deux clichés un peu indispensables pour pouvoir dire qu'on est bien dans le cadre d'un traumatisme de cheville à radio normale. Les fractures de la malléole latérale, elles sont volontiers un peu trompeuses, c'est-à-dire que dans l'œil, à la radio, ces petits arrachements de la pointe tibiale, de la malléole tibiale médiale, elles ressemblent plus à des avulsions, mais quand on va un peu plus loin, comme on le voit ici sur le scanner, on s'aperçoit que finalement, elles ne sont pas si petites que ça. La fracture du talus, c'est vraiment le pendant de l'opposé de cette fracture de la malléole médiale, souvent un peu à type d'esquille osseuse. Et puis quand on les scanne, on s'aperçoit qu'en fait, les fractures sont quand même beaucoup plus étendues, voire légèrement déplacées. Et donc, il y a vraiment à la fois l'intérêt d'avoir des radios normales et au moindre doute, à la fois sur les points d'appel cliniques et sur les petits points d'appel que je vous montre ici en radiologie, ne pas hésiter à aller faire des scanners pour faire un diagnostic vraiment anatomique précis. Elle doit vraiment, ces fractures du talus, comme les fractures du calcanéum qu'on verra juste après, être évoquées même à radio normale dès que le mécanisme a un peu beaucoup d'énergie, les chutes de grande hauteur. C'est assez classique. On en voit ici une où elle est à peine devinable en zoomant sur le profil et puis sur la face, pardon, et qui en scanner, on comprend toute l'ampleur de l'écrasement. La même chose pour le calcanéum avec des radios qui forcément restent un examen indispensable, mais malheureusement pas suffisant pour éliminer ces fractures, même si on peut la deviner ici un peu sur le profil. Et ces fractures du rostre calcanéen, souvent associées aux entorses latérales de cheville, sont assez fréquentes. Et puis les fractures vraiment du corps du calcanéum également.
mais on sera toujours un peu plus vigilant là-dessus, puisqu'on va examiner plus le calcanéum, et donc on aura un peu ça déjà dans l'idée dès le départ. Donc, le démembrement de ces traumatismes de cheville, donc vous avez bien compris qu'aujourd'hui, je vais surtout vous parler des entorses, donc les entorses externes, les entorses médiales, une entorse un peu moins fréquente qui est celle de la soutalienne. Et puis, je pense qu'on en parlera un tout petit peu et je pense qu'on en discutera surtout plus parce que c'est celle qui nous pose le plus de problèmes, en tout cas diagnostiques, c'est celle de la syndesmose. Donc, l'entorse externe, ça reste évidemment la plus fréquente. Plus de 90% des entorses de cheville. Les mécanismes, ils sont volontiers en inversion, supination, avec de la rotation interne. Plus la composante rotatoire elle va être importante, plus il va y avoir des dégâts sur le versant médial. Donc, associer une entorse latérale avec un contre-coup médial, il faut vraiment se méfier de ces douleurs ou de ces ecchymoses internes associées. Donc, le testing en valgus doit être vraiment systématique pour bien vérifier ce ligament collatéral médial. Le mécanisme, il est assez simple, c'est que sur ces mécanismes en inversion, supination, on va d'abord étirer le LTFA, puis le rompre, donc le ligament talofibulaire antérieur, donc le ligament le plus antérieur de la cheville, puis le LCF, donc avec le ligament calcanéofibulaire qui va être étiré. Et c'est le ligament qu'on voit ici en arrière. Je ne sais pas si je peux pointer, je ne vois pas trop, mais bon, celui qui correspond un peu à la zone visible sous l'hématome. Donc, cette entorse externe, qui est quand même la plus fréquente, elle peut être pure, c'est-à-dire isolée, mais il faut bien penser à examiner notamment le pied, avec les articulations du médio-pied, du chopard, du lisfranc. Alors, quand vous l'avez comme sur la radio que je vous présente ici, le patient il a un arrachement du ligament talonaviculaire. On sait qu'il a une petite avulsion osseuse associée, donc il a forcément une atteinte du chopard avec. Il n'y a pas toujours d'avulsion talonaviculaire. L'entorse du chopard, l'entorse du pied, on n'est plus tout à fait dans le même sujet. On pourra probablement discuter des traitements différentiels en fonction de l'atteinte ou non du chopard ensemble. Mais c'est vraiment la chose la plus importante un peu à faire au départ, parce que c'est ça qui va probablement guider notre prise en charge thérapeutique. Donc, l'importance de cette prise en charge et de l'examen clinique initial, il reste quand même majeur. L'entorse interne, elle est relativement rare. En fait, dans sa forme isolée, elle est même rarissime parce que c'est un mécanisme d'éversion, pronation avec de la rotation externe. Elle est volontiers associée à une fracture de la fibula. Donc, à ce moment-là, on est dans des équivalents plutôt de bimalléolaire. Donc, ce n'est pas le sujet du jour, mais voilà, sur ces entorses du ligament collatéral médial, il faut vraiment avoir en tête de bien regarder ces radios. Elle reste tout de même un problème assez important, d'une part parce qu'elle est responsable de séquelles douloureuses volontiers perdurant assez longtemps dans le temps, et puis de récidive, parce que dès qu'on a un peu de laxité en médial, eh ben, en particulier dans la pratique du sport, on n'est pas très bien. Donc, il faut vraiment tester cette laxité initialement cliniquement. Je pense qu'il faut rester prudent, mais on y reviendra. Je pense qu'on n'a pas trop de risques à tester prudemment les laxités de cheville, y compris en initial, sur tous ces traumatismes de cheville. Et puis, celle qui pose en fait le plus de problèmes, c'est celle de l'entorse de la syndesmose, comme on le voit là sur cette petite reconstruction anatomique. On voit le ligament le LTFA et puis un demi-centimètre au-dessus, le début du LTFAI. Donc, on ne parle plus du ligament talofibulaire, mais bien du tibiofibulaire antéro-inférieur. Donc voilà, déjà qu'on n'a pas été, ils sont difficiles à différencier cliniquement, mais on a trouvé deux noms pour les rapprocher encore plus, pour faire qu'on les confonde encore plus. Mais évidemment, ce n'est pas du tout le même mécanisme. C'est forcément des mécanismes en rotation externe pure. Alors, le mécanisme, à part d'être sur le terrain et de voir les gens faire leurs lésions, c'est pas si simple que ça. Les publications montrent qu'environ 30% des patients racontent un mécanisme qui ne correspond pas à leur lésion. C'est-à-dire qu'il faut croire l'interrogatoire,
mais il y a des petites choses qui doivent nous mettre un peu la puce à l'oreille parce que naturellement, les patients vont toujours nous décrire des mécanismes en varus, donc habituels d'entorse latérale de cheville, y compris si le pied a tourné dans l'autre sens. Les deux mécanismes un peu à avoir en tête, là, moi, j'essaye de bien essayer dans la pratique du sport, qu'il faut avoir un peu en tête à chaque fois, c'est le patient qui joue au rugby et est plaqué, donc essaye d'extraire ses jambes du plaquage. Donc le pied se retrouve coincé dans les bras de l'adversaire. Et là, il y a un mécanisme vraiment de rotation externe pure. Et c'est un bon classique. Et l'autre classique, il est plutôt dans le football. Et c'est le contre, c'est-à-dire deux joueurs qui arrivent sur le ballon en même temps et qui qui mettent le ballon dans un plat du pied. Et donc, les deux chevilles tournent, il y en a toujours un qui gagne. Et à ce moment-là, on peut avoir effectivement ces mécanismes de rotation externe pure. On va léser d'abord le ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur, puis la membrane interosseuse. Le testing, il est difficile parce qu'il y a beaucoup de tests qui sont décrits avec des sensibilités relativement bonnes, mais des spécificités assez faibles. On peut parler du squeeze test qui consiste à appuyer sur la partie proximale de la fibula et rechercher le petit diastasis sous la main en distalité. Mais ça reste des tests, à mon avis, assez difficiles. La palpation doit nous donner une petite idée, mais encore une fois, sur les chevilles, vues à J0 ou à J1, différencier une insertion proximale de LTFA ou de LTFAI, ce n'est pas toujours quelque chose d'aisé. Et c'est pour ça, comme on le verra plus tard, on a tendance à avoir beaucoup recours à l'imagerie pour rattraper nos petites erreurs cliniques. Évidemment, ces patients ils doivent bénéficier d'une radio et en cas de diastasis supérieure à 5 mm entre la tibia et la fibula, idéalement avoir des clichés comparatifs parce que ces 5 mm ne sont pas toujours bien faciles à mesurer. Ces patients sont très suspects d'une lésion de la syndesmose et probablement pas que du LTI-FAI, de la membrane interosseuse et au-delà. Et ces patients-là doivent être volontiers montrés aux chirurgiens. L'entorse de la soutalienne, c'est un peu la dernière dans mon petit catalogue que je vais vous présenter. On en a tous vu, on en voit tous les jours, mais c'est celle dont on ne fait jamais le diagnostic. Contrairement à celle d'avant, le diagnostic initial est peut-être pas aussi impératif que ça. Comme vous le savez déjà, les traitements des entorses latérales de cheville et des syndesmoses diffèrent probablement. Celles de la soutalienne sont beaucoup moins codifiées. Le mécanisme, c'est le mécanisme qui nous orientera vraiment dessus, c'est ces bascules en varus très purs de cheville. Il y a un élément assez classique pour basculer en varus de façon nette, c'est les joueurs de tennis. Vous savez, les joueurs de tennis, ils glissent là, pour aller chercher des coups droits un peu loin. Et donc, lors de cette phase de glissage, la chaussure reprend le grip d'un seul coup, s'arrête net et la cheville va tourner autour. Dans le sport, en tout cas, c'est à mon avis un des rares mécanismes de varus très très pur. Il est souvent associé donc à une lésion du LCF. Donc, quand on a un LCF isolé en échographie, il faut volontiers penser à la soutalienne. En fait, on fait quand même plutôt des diagnostics assez tardifs quand on revoit les patients. Typiquement, c'est l'entorse latérale de cheville qui évolue pas tout à fait comme d'habitude, avec le patient qui se plaint d'instabilité. Et puis, quand on va faire de l'imagerie un peu plus précise, en coupe, type IRM, on va s'apercevoir souvent qu'il y a une petite lésion soutalienne, des ligaments en haie, qui explique cette évolution un peu défavorable. On aurait tous envie de faire des diagnostics très précoces. Je ne sais pas, on pourra en discuter plus tard. Je ne sais pas s'il faut plus les immobiliser, les mettre moins sans appui que les autres. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose de pas très codifié. Moi, j'aurais tendance à penser que de toute façon, initialement, on a envie de les traiter, en tout cas d'un point de vue médical. C'est peut-être différent pour les rééducateurs, mais sur le traitement médical initial, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence. Voilà. Il y a par contre probablement des petites choses un peu différentes à proposer de façon précoce en rééducation. Donc, je vais vous parler évidemment de l'examen clinique. Alors,
je vais quand même vous rappeler les critères d'Ottawa parce que, comme vous le verrez un peu dans le reste de la bibliographie, on n'a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent de certains. Et ben là, voilà, il y a de nombreuses années déjà, à Ottawa, ils ont emmené, et tout le monde est d'accord là-dessus, emmener l'opinion générale. Voilà les critères pour faire des radiologies. Donc ça sous-entend qu'on examine ces zones-là absolument à chaque fois qu'on voit des patients initialement. Donc c'est cette douleur osseuse, des premiers centimètres du bord postérieur de la fibula, la douleur du cinquième métatarsien, la douleur de l'os naviculaire, du scaphoïde tarsien. Voilà, tout ça, c'est des choses qui doivent nous imposent de faire des radios. L'autre critère important, c'est l'impossibilité de faire 4 pas. Je rappellerai juste qu'ils ont été définis initialement entre 18 et 55 ans, donc c'est-à-dire qu'en dessous et au-dessus de ces âges-là, les critères ne s'appliquent plus, donc il faut peut-être avoir la radio un peu plus facile. Ils peuvent être quand même volontiers abaissés jusqu'à 12 ans, même si on a quand même l'impression que chez un enfant, faire une radio, ça reste quand même un peu fondamental initialement. Voilà. Donc après, c'est ce bilan radiologique là que je vous ai déjà un peu présenté, qui montre l'absence de fracture. On va pouvoir aller un peu plus loin dans l'examen clinique. Alors, l'examen clinique que je ne vous ai pas détaillé initialement, hein, mais bien sûr, si on va orienter les radios comme il faut, il va falloir toucher toutes les zones du pied. Ne pas oublier l'extrémité proximale de la fibula pour ne pas méconnaître une fracture type maison neuve. Voilà, mais après, ça reste l'examen un peu habituel de cheville. On peut avoir un petit débat sur le fait de est-ce qu'on doit tester les tiroirs initialement. Moi, je serais assez pour, en tout cas, être prudent sur le tiroir antérieur. J'imagine mal qu'on puisse compléter une rupture du ligament du LTFA en faisant un tiroir antérieur à un patient. Je pense qu'il faut être beaucoup plus prudent sur le varus, pas tellement du fait du risque d'aggravation des lésions, mais du fait de la douleur que ça engendre par le patient. Par contre, sur un tiroir antérieur, ça reste relativement peu douloureux. Et puis, en initial, tant que ça n'a pas trop gonflé, si vous avez la chance de voir les patients vraiment quand ça vient d'arriver, ça nous donne quand même une bonne idée de ce qui se passe au niveau ligamentaire. Donc, pour moi, ces tiroirs peuvent être réalisés un peu initialement. Et puis, en fait, surtout, ils doivent être complétés par un testing tendineux. C'est probablement ça le plus fondamental. À la fois des fibulaires, pour ne pas méconnaître une lésion associée des fibulaires, une subluxation, une luxation vraie de ceux-ci, du tibial postérieur, des fléchisseurs dorsaux de cheville éventuellement, et puis en fait surtout du tendon d'Achille. Docteur Mafuli avait fait une étude qui n'est pas en rapport direct avec mon sujet du jour, mais retrouvait que 20% des ruptures du tendon d'Achille étaient méconnues initialement. Alors, quand on voit la simplicité d'un diagnostic de rupture du tendon d'Achille, à savoir un test de Thompson et un signe de Brunet-Gage, une perte de l'équin physiologique, on a tous l'impression qu'on n'en a jamais raté. Probablement que si, en fait, et je pense, je n'ai pas de preuves à vous apporter, hein, mais je pense probablement que celles qui sont ratées, c'est celles qu'on prend pour des entorses de cheville. On examine le patient allongé sur le dos, on ne lui fait pas pousser sur le tendon d'Achille. Évidemment, on ne fait pas un Thompson, on n'a pas l'impression que c'est le bon moment et on rate une tendon d'Achille, on rate une rupture du tendon d'Achille. Alors, on finit par la récupérer, mais on est déjà au stade chronique et la prise en charge, forcément, initiale a été inadaptée. Donc voilà, j'attire vraiment votre attention sur ce testing du tendon d'Achille qui doit être simple. Évidemment, après un traumatisme de cheville, pousser sur le tendon d'Achille, faire de la flexion plantaire, c'est forcément un peu douloureux. Mais néanmoins, il faut que ça soit fait. Si on sent un peu de force, ça suffit. Et puis, au moindre doute, il faut faire un examen complet du tendon. Donc, vous avez vu, j'ai beaucoup insisté sur cet examen clinique. En fait, il reste relativement assez pauvre en prédiction. C'est-à-dire que les tests cliniques réalisés initialement, il y a quelques papiers sur le sujet, ne montrent vraiment aucune prédiction
pour, d'une part, les lésions ligamentaires, mais et surtout, en fait, même quand on revoit les patients en 2 semaines, ces tests cliniques, ils ne sont pas du tout prédictifs de ce qui va nous intéresser le plus, parce que probablement les soigner initialement, si la prise en charge est bonne, ça reste un peu standard. Par contre, c'est l'instabilité future ou en tout cas la récidive qui va poser problème. Bah, ces tests cliniques initiaux, y compris dans les 2 premières semaines après le traumatisme, ils ne sont pas du tout prédictifs. Si on a la chance de réexaminer les patients de façon plus éloignée, ce que montre cette étude de cohorte, c'est que les scores d'activité à 6 mois, eux, et le contrôle postural, donc par des tests cliniques simples, qui peuvent malheureusement, du fait de la douleur et du danger de les réaliser, pas être réalisés initialement, eux sont prédictifs d'une instabilité. Mais d'ici à dire qu'il faut revoir tous nos patients à 6 mois, c'est peut-être un peu difficile, mais voilà, si certains d'entre vous suivent des équipes sportives régulièrement, voilà, ça peut être intéressant de refaire des petits checks réguliers sur tous ces traumatismes de cheville à distance. Parce que quand quand les tests ne sont pas parfaits et qu'il reste des petites douleurs, que le patient est encore un peu gêné, le risque d'instabilité future est quand même relativement important. Donc, ce bilan clinique initial, comme je vous l'ai dit, il n'est pas tellement prédictif de la suite. Par contre, ça va être la base de l'orientation diagnostique. Je vous ai présenté les 4 principaux traumatismes, les 4 principales entorses de cheville. Voilà, sans examen clinique bien mené au départ, on ne pourra pas faire de diagnostic précis. L'imagerie, pour nous, elle reste quand même indispensable pour un bilan lésionnel complet. On peut se contenter de dire aux gens qu'ils ont une entorse, mais si on ne sait pas s'ils ont cassé ou pas les ligaments, si on ne sait pas s'ils ont des lésions associées, malgré toute la confiance qu'on peut avoir dans notre examen clinique, eh ben, la prise en charge sera forcément un peu moins adaptée. Donc, l'examen roi, un peu, c'est l'échographie. Donc, qu'est-ce qu'on doit attendre d'elle? Ce qu'on veut savoir, c'est si la rupture ligamentaire du ligament collatéral médial, du LTFA, du LCF, est-ce qu'elle est partielle? Est-ce qu'elle est totale? Le rôle de l'épanchement articulaire, je n'ai pas vraiment retrouvé de choses sur le sujet, mais on a quand même l'impression que quand il y a des gros épanchements articulaires les premières semaines après une échographie, c'est des patients qui vont un peu moins bien dans le futur. Donc, ça peut un peu nous permettre de répondre un peu plus à cette question qui taraude tous nos patients, à savoir quand est-ce que je reprends le sport ou quand est-ce que j'ai plus mal, etc. Voilà, cet épanchement articulaire, il est probablement un peu un pronostic d'une évolution défavorable, pas forcément à long terme, mais au moins à court et moyen terme. Et puis, c'est vraiment le prolongement de l'examen clinique, cette échographie. Donc, toutes ces petites choses qu'on peut faire imparfaitement quand on examine les gens, et bien là, ça va être fait de façon très anatomique, la gaine défibulaire, éventuellement une subluxation de ceci. Voilà. C'est des choses, tout ça, qui restent relativement importantes. La vraie question fondamentale de l'échographie, ça va être de rattraper les syndesmoses qu'on aura ratés initialement. Donc, les lésions du LTFAI qu'on aura pris pour un ligament talofibulaire. Donc, ça reste, à mon avis, un examen indispensable. Donc, qu'est-ce qu'il faut en attendre un peu plus à moyen et à long terme de cette échographie? Contrairement à l'examen clinique, en fait, on montre qu'il y a des facteurs un peu pronostiques sur cette échographie initiale. C'est-à-dire que le nombre de ligaments atteints, si on a abîmé le LTFA, est-ce qu'on l'a rompu complètement, si on a abîmé le LTFA et le LCF, ça, c'est corrélé au score fonctionnel à moyen et long terme. Par contre, ce n'est pas du tout corrélé à la récidive. Ça, c'est un élément hyper intéressant. C'est-à-dire que il ne faut pas forcément dire à nos patients que puisqu'ils ont cassé un ligament ou 2 ligaments, ils vont faire plus d'entorses que les autres. Comme on le verra, l'instabilité, elle est tellement multifactorielle que le nombre de ligaments, en tout cas, n'est pas du tout prédictif de la récidive. Et encore moins, ce que montre le papier suivant,
Donc, c'est une méta-analyse qui montre que non seulement ce n'est pas corrélé à la récidive, mais encore moins à l'instabilité. Vraiment un peu de notions différentes, hein. Je pense que refaire une récidive, ça ne nous fait pas du tout passer tout de suite dans la notion d'instabilité. Mais voilà, savoir qu'il a une rupture uni ou bifasciculaire, par contre, ça va diminuer, ça va être corrélé au retour au sport, à la diminution des scores fonctionnels et avec des scores fonctionnels retardés. En fait, le bilan échographique initial, il permet surtout de ne pas méconnaître les lésions adaptées et de ne pas méconnaître de lésions associées et d'adapter le traitement, essentiellement en rattrapant les lésions méconnues cliniquement, comme la syndesmose. Donc, comme on va forcément parler un peu du traitement, je vous fais pas l'affront de vous rappeler que ça reste le protocole RICE, y compris les premiers jours. Donc, j'ai marqué ici sur le terrain, mais volontiers plusieurs jours, le repos, la glace, la compression et l'élévation du membre. Ça reste un peu dans nos habitudes, ça doit le rester. J'ai été hyper déçu en faisant la bibliographie qui montrait que la glace dans la cheville n'avait pas montré de supériorité aux patients qui n'avaient pas eu de glace. Mais je pense que vu le peu d'effets secondaires, ça vaut quand même le coup de continuer à en mettre. Donc, pour revenir sur le traitement, il y en a 3 principaux. Il y a le traitement orthopédique, il y a le traitement fonctionnel, et puis il y aura le traitement éventuellement chirurgical. Donc, dans l'ordre, évidemment pas dans l'ordre de préférence. Le traitement orthopédique, c'est clairement pas le gold standard, donc l'immobilisation sans appui dans les entorses de cheville, en tout cas dans les entorses latérales. Donc, parfois, il est imposé par le patient, à savoir éventuellement les patients imprudents, et surtout chez les patients qui n'arrivent pas à déambuler malgré l'orthèse et l'appui soulagé. Béquiller avec une orthèse bivalve type Aircast, bah, ce n'est pas adapté. Donc probablement que ces patients-là, il faut les traiter orthopédiquement avec une immobilisation sans appui, au moins jusqu'à disparition des douleurs. Et ce traitement, il doit être le plus court possible parce que la référence sur les entorses au moins latérales de cheville, c'est vraiment le traitement fonctionnel avec des orthèses. Donc, plus on fera court, moins la cheville va s'enraidir et mieux ça ira. Par contre, ça nécessite parfois d'essayer de reprendre l'appui un peu plus tôt et à tort et refaire éventuellement un petit traitement orthopédique pendant quelques jours. Pour l'entorse de la syndesmose, il y a tout de même des consensus qui disent qu'elle ne doit pas avoir d'appui initial pendant 3 à 6 semaines. Je ne reviendrai pas dessus. Donc, je n'ai pas trouvé de choses dans la littérature, mais je me permets quand même de vous donner mon expérience. Je serais content d'en discuter avec vous plus tard. Sur ces entorses de la syndesmose, moi, j'ai quand même l'impression qu'elles doivent toutes être immobilisées de 3 à 6 semaines en fonction de leur gravité et de la tolérance du patient. Il y a quelque chose qui me surprend, c'est que j'ai vraiment l'impression que si on retarde ce traitement, c'est-à-dire que si finalement les patients ont une attelle initialement et qu'on les immobilise par un plâtre ou une résine 15 jours, 3 semaines plus tard, eh bien, j'ai l'impression qu'ils ont les mêmes résultats un peu à moyen et long terme. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression qu'il y ait une perte de temps et en tout cas vraiment pas de perte de chance à les immobiliser tardivement. C'est un peu un double tranchant, hein, ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on revoit des patients avec une entorse de la syndesmose et qui portent une orthèse et qui marchent déjà très bien, bah, c'est difficile de leur expliquer qu'on aimerait bien quand même les laisser sans appui parce que eux, ils se débrouillent déjà très bien comme ça. Voilà, moi je pense quand même que sur ces syndesmoses certaines en imagerie, on n'a quand même pas trop le choix. L'entorse médiale, j'ai marqué à discuter. Évidemment, je ne suis pas sûr que ça soit tant à discuter que ça. Quand il n'y a pas de laxité, on peut toujours discuter à partir du moment où il y a une laxité et qu'une décision non chirurgicale a été prise. Et ben, je pense quand même qu'il faut que le ligament il cicatrise le mieux possible et que si on laisse de l'appui avec une orthèse et surtout chez les patients avec des pieds plats valgus, ben, il y aura de la tension et donc de la laxité résiduelle. La durée de cette immobilisation, elle doit être adaptée aux lésions et donc surtout le plus court possible.
Le traitement fonctionnel, c'est vraiment celui de l'orthèse amovible, celui qu'on utilise tous. Lui, par opposition au plus court possible du traitement orthopédique, c'est vraiment le plus long possible. On a, voilà, à notre sens, pour nous, c'est vraiment en cas de lésion partielle des ligaments, c'est 3 semaines minimum. Et puis quand il y a une rupture totale, je vous parle essentiellement des premiers accidents hein, ou des deuxièmes accidents. C'est sûr que chez les patients instables, on peut voir les choses différemment. Mais sur une lésion initiale, il faut se donner des chances de cicatrisation maximum. Et c'est forcément 6 semaines impératives d'orthèse amovible initiale. Le traitement local et médicamenteux, pour lutter contre la douleur et l'œdème, volontiers avec également des chaussettes de contention qui sont assez pratiques, d'une part très utiles à utiliser, et puis en plus qui évitent un peu tous les phénomènes de frottement qu'on peut avoir avec cette orthèse. Donc, mettre des chaussettes de contention, ça me semble une bonne option initialement. Donc, cette immobilisation amovible. Les traitements médicamenteux avec les anti-inflammatoires, dans quelques méta-analyses, il y a plutôt un bon consensus sur le fait qu'il faut les utiliser. Ce n'était pas forcément la notion que j'avais, donc je vous fais part de ce que j'ai lu récemment. La mobilisation précoce protégée, c'est une des bases du traitement. C'est pour ça que patients qui nous demandent quand est-ce que je dois aller voir le kiné, la réponse, elle est simple, elle est le plus tôt possible. Le plus tôt possible. C'est ça qui va permettre une récupération rapide. Si on réfléchit en risque d'instabilité future, voir les gens, envoyer les gens en rééducation à 3-4 semaines, c'est largement suffisant parce que c'est là que va se jouer toutes les phases importantes de la rééducation, proprioceptive notamment, que le patient va vraiment pouvoir être actif. Mais toute cette phase initiale, elle va permettre d'éviter énormément de complications. Bon, c'est quand même plutôt bien géré. Voilà. Mais c'est toujours bien de les éviter. La place de la rééducation, donc, c'est essentiellement des techniques de gain mobilité initiale, des techniques de recrutement avec une nette supériorité du travail excentrique un peu dans les phases tardives de la rééducation. L'idée, hein, c'est vraiment de restabiliser cette cheville. Donc, il y a un travail proprioceptif en décharge, puis en charge, sur plan stable, puis instable. Je vous ai mis quelques exemples ici. Évidemment, il y a encore plein d'autres choses à proposer. Mais les ballons, les myolux, ce n'est pas des choses indispensables, et c'est des exercices qui doivent être réalisés de toute façon d'une manière ou d'une autre, avec ou sans appareillage. La reprise sportive, elle doit se faire initialement de toute façon sous protection d'une orthèse parce que le risque de récidive, il est quand même majeur initialement. D'autant que chez le sportif, on a tendance à essayer de faire des reprises un peu plus précoces. Et pour éviter ces récidives, un strapping ou une orthèse semble un peu indispensable. Et puis, c'est quand même le seul endroit, enfin, le seul, j'exagère un peu, mais autant un strapping de genou pour combattre une laxité ligamentaire, ça ne fonctionne pas du tout. Autant pour combattre une laxité de cheville, ça marche très très bien. On peut vraiment faire des strappings qui ressemblent presque à des plâtres, hein, où le varus est quasi impossible, qui bloque complètement l'arrière-pied. Donc, initialement, ça me semble indispensable, mais par contre, le sevrage, il devra être rapide. Les habitudes qui n'ont de valeur que mes habitudes, c'est de dire jusqu'à la fin de la saison avec sevrage progressif à mes patients. Donc forcément, quand on se blesse en septembre jusqu'à la fin de la saison, bah, c'est un peu plus long. Quand on se blesse au printemps, bah, c'est un peu plus court. Mais voilà, je pense que ça a de valeur que mon avis personnel. Le traitement chirurgical, bon, évidemment, il doit être, on est dans le cadre des traumatismes de cheville sans lésion osseuse. Alors évidemment, là, je vous ai mis une lésion osseuse avec une fracture de la fibula. Et puis en plus, il a une petite lésion ostéochondrale du dôme talien. Donc ça, c'est quand même des patients qui doivent absolument voir le chirurgien initialement, y compris, même si on est un peu moins interventionniste sur ces LODA maintenant. Je pense quand même qu'il prendre en charge tout seul dans son coin un patient comme ça, c'est s'exposer à des consultations futures compliquées.
Qui c'est qu'on doit opérer? Les ruptures probablement multiples, probablement pas les ruptures monofasciculaires. Le sportif de haut niveau, je suis bien prêt à en discuter avec vous. Je pense que ça présente surtout un intérêt chez le sportif de haut niveau, qui est de connaître vraiment les délais de reprise. Évidemment, d'autant plus qu'il sera jeune. Les syndesmoses avec diastasis, évidemment également. Donc, les séquelles et les complications, un peu rapidement, en fait, la majorité de nos patients vont avoir des douleurs qui vont perdurer relativement dans le temps, mais sur ce papier ici, là, qui est une étude clinique et radiologique, où ils ont suivi environ 200 patients, 5 ans après, ils avaient quand même 20% qui avaient des plaintes encore. Les facteurs prédictifs initiaux ne sont pas forcément utilisables de façon simple en pratique courante, si ce n'est la jambe dominante. Donc ça, c'est les facteurs prédictifs négatifs d'avoir des douleurs. Si c'est notre jambe dominante, on risque d'avoir un peu plus de douleurs. La récidive dans les 5 années comme facteur de plainte douloureuse séquellaire, ça paraît relativement logique. Et puis évidemment aussi les douleurs à 6 mois. C'est sûr, quand on a mal à 6 mois, on a un peu plus de chances d'avoir mal à 5 ans. Mais ça reste toujours des éléments qui motivent quand même de plus en plus à revoir nos patients, y compris tardivement. Donc ces douleurs, bien sûr, il faut qu'elles soient gérées, mais la chose sur laquelle on veut vraiment lutter, où là il y a un vrai enjeu futur, c'est l'instabilité. La récidive d'un côté et surtout l'instabilité. Donc cette laxité talocrurale qui va être un facteur, uniquement un des facteurs de l'instabilité, elle est soit vraiment très bien décrite par le patient, par des dérobements, des entorses à répétition. Elle peut être beaucoup plus frustre que ça, quelquefois juste des douleurs, des épisodes de gonflement que le patient n'explique pas parfaitement comme des vrais épisodes d'instabilité, ou en tout cas de récidive. Les tests de laxité, au moment de cette consultation, ils doivent être faits absolument. Là, il n'y a plus à discuter. Il faut leur faire leur tiroir, regarder leur varus. C'est ça qui nous donnera une bonne idée de leur instabilité, des facteurs mécaniques de leur instabilité. Et puis, il n'y a pas de facteur vraiment prédictif de cette instabilité initialement. Donc, à part suivre nos patients et bien les réinterroger initialement pour être sûr que ça, c'est leur premier épisode d'entorse, ce n'est pas leur 10e, même s'ils minimisent un peu ceux qui sont arrivés avant, ça reste indispensable pour se rendre compte de ces instabilités chroniques. Elles sont vraiment deux facteurs à la fois mécaniques, parce qu'il y a des lésions ligamentaires, donc il y a des défauts mécaniques, et puis en fait elle est fonctionnelle, c'est le déficit d'adaptation neuromusculaire qui peut être déjà prédisposé chez le patient, mais qui est en fait aggravé par un traumatisme initial. C'est vraiment une intrication des deux, et je vous parle un peu de ça, puis il y a l'importance des facteurs intrinsèques, c'est-à-dire que évidemment ces facteurs intrinsèques, ces malalignements du pied, ces hyperrotations internes de hanche, tout ça, c'est des facteurs favorisants s'il y en a vraiment un à retenir, et peut-être dès la première consultation initiale, c'est les patients très varus avec des pieds très creux qu'il faut peut-être corriger d'emblée par des semelles. En tout cas, il faut y réfléchir fortement dès que les épisodes récidivent. Une autre complication un peu plus piégeuse, c'est les syndromes soutaliens qui peuvent être vraiment de deux types, raideur ou laxité. Finalement, ce qu'on voit le plus, c'est la raideur. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ces entorses soutaliennes qui sont passées inaperçues. Ça donne cet examen clinique un peu paradoxal avec un patient qui a eu une entorse de cheville et qui est plus raide sur son arrière-pied que du côté contralatéral, parce qu'il a une raideur de la soutalienne. Quand on les teste, là, comme on le voit sur la photo, et ben, en fait, on s'aperçoit qu'ils ont une soutalienne qui est complètement prise, complètement ankylosée, enraidie. Il ne faut pas se contenter initialement de diagnostics simples de syndrome soutalien par entorse méconnue. Il faut probablement refaire de l'imagerie à ce moment-là pour ne pas méconnaître une fracture parcellaire de la soutalienne, enfin du tarse, ou une synostose vraie.
Ces patients, ils décrivent typiquement quelque chose qui est la pseudo-instabilité en terrain irrégulier. Dès que le terrain n'est pas tout à fait lisse, ils vont dire ma cheville, elle tient, mais j'ai l'impression qu'elle va tourner. Donc, c'est vraiment cette pseudo-instabilité. Il n'y a pas de nouveau varus vrai, mais ils décrivent ça. Ça, c'est plutôt des complications précoces, des complications dans les 2-3 premiers mois. La synovite, évidemment, c'est une suite précoce parce qu'elle est due à un malmenage et une reprise trop rapide du sport. Tardivement, quand elle arrive vraiment à distance, elle peut témoigner d'une pathologie dégénérative. Donc, quand on est déjà dans les complications de l'instabilité. Mais initialement, elle est assez systématique en cas de reprise trop précoce, mais en fait surtout trop brutale. De passer du cabinet de kiné à 1 heure et demie d'entraînement d'un seul coup, c'est trop. Forcément, c'est trop et donc la cheville va regonfler. Si c'est un épisode de trop, la synovite va être régressive avec du glaçage, éventuellement des anti-inflammatoires. Mais voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Par contre, si elle récidive dans le temps, c'est probablement que la reprise a vraiment été trop importante. Le syndrome de la gouttière antérolatérale, c'est décrit dans toutes les publications comme une complication. Moi, j'ai l'impression que c'est une évolution naturelle de la cicatrisation parce que quand on revoit les patients à 6-8 semaines, en fait, ils ont tous un syndrome de la gouttière antérolatérale. Donc, c'est probablement quand même une évolution un peu normale de la pathologie. Ça n'empêche qu'il faut la respecter parce qu'elle peut vite se chroniciser. Donc, c'est cette prolifération synoviale, fibreuse inflammatoire, en avant là, de la gouttière antérolatérale, en avant l'extrémité distale du péroné. On a des douleurs périmalléolaires qui résistent au traitement médical type anti-inflammatoire. Les infiltrations fonctionnent très bien dessus. Moi, j'aime beaucoup proposer aux patients de faire des massages au glaçon. Je trouve que c'est plutôt une technique efficace. L'infiltration, elle est vraiment en cas de chronicité sur ces syndromes de la gouttière parce qu'ils risquent de toute façon de céder d'eux-mêmes avec des soins de rééducation bien conduits et une diminution un peu des activités. Les autres complications, c'est la décompensation de pathologies sous-jacentes, donc comme les syndromes postérieurs, qui sont toujours multifactoriels, dus à des longs fléchisseurs, des ténosynovites défléchisseurs, des jonctions basses des fléchisseurs, de la luxe, éventuellement, comme c'est le cas sur la photo, soit un tubercule, une fracture du tubercule postérieur ou des culs du talus un peu proéminentes. Et puis, sous l'effet de la synovite, de l'inflammation articulaire va créer le traumatisme de cheville, et ils vont décompenser. Ça, c'est relativement classiquement. Il n'y a pas trop de raison de se dire que une fois l'effet initial de la synovite et de la ténosynovite qui va s'estomper, on devrait récupérer l'état antérieur. On est parfois obligé quand même d'aller faire des infiltrations, mais c'est quand même pas le plus commun. Par contre, c'est vrai que sur la radio initiale, si on voit des patients avec des queues du talus comme ça proéminentes, on sait que la reprise sportive risque d'être un peu plus longue chez eux. Les syndromes douloureux médiaux, ils sont très fréquents après les entorses latérales par lésions dites de contre-coup. Ils perdurent relativement longtemps par rapport aux entorses latérales isolées quand elles sont associées. C'est le plan profond du LCM, mais il peut y avoir des lésions chondrales. C'est probablement vers 2, 3, 4 mois, probablement pas avant, qu'il faut aller faire des diagnostics lésionnels un peu plus précis à la recherche de lésions chondrales. Et du coup, on aura besoin d'imagerie en coupe, enfin d'IRM, pour rechercher un œdème osseux qui va plus servir d'explication aux patients que vraiment de modifier la prise en charge thérapeutique. Si ce n'est qu'il peut tout de même rattraper quelques petites fractures passées inaperçues initialement. Il est relativement fréquent. Dès qu'on a des contre-coups médiaux, on sait que les patients, notamment les sportifs, typiquement les joueurs de foot, ils vont avoir mal longtemps. Est-ce qu'ils ont mal plus longtemps ou moins longtemps si on les arrête ou pas? C'est pas simple à répondre comme question. Voilà. Ma petite expérience aurait tendance à dire que ces syndromes douloureux médiaux, sans laxité, hein, bien sûr, c'est les patients qui ne sont pas laxes sur leur ligament collatéral médial, il est juste inflammatoire, risquent d'évoluer favorablement de toute façon en quelques mois. En conclusion,
vous avez bien compris que dans les messages importants que je voulais vous faire passer, c'est que le diagnostic anatomique, il reste vraiment à la base du traitement. Enfin, il est vraiment la base pour proposer aux patients le traitement le plus adapté. Donc, limiter d'une part les séquelles douloureuses, mais en fait surtout la récidive et les éventuelles instabilités futures. La rééducation, elle est évidemment au centre. On peut toujours discuter de ce qu'il faut les plâtrer, leur mettre des attelles. On pourrait en discuter pendant des heures. On ne sera pas forcément tous d'accord. Je vais essayer de faire, vous donner mes habitudes et de quelques références de la littérature qui vont plutôt dans mon sens, mais je pense que vous pouvez tout à fait en trouver d'autres. Par contre, il y a quelque chose où il n'y a aucune ambiguïté, la littérature, elle est unanime, c'est qu'il faut rééduquer absolument ces patients. Et il n'y a pas de notion d'âge ou voilà, c'est pas parce qu'on est moins sportif ou plus sportif qu'il faut être plus ou moins rééduqué. En fait, il faut être rééduqué pour absolument éviter la récidive. Les séquelles douloureuses, comme je l'ai dit, elles sont fréquentes à 20% à 5 ans. J'ai été surpris du chiffre, mais finalement, quand on repense à une de nos journées de consul, ben, on n'est peut-être pas si loin que ça. Et le risque de récidive et de séquelles douloureuses, il augmente en cas de traitement inadapté. On n'a pas de facteur pronostic, mais on a quand même le sentiment que plus le traitement sera adapté au départ, plus on va limiter ces problèmes futurs. Je vous remercie de votre attention.